Procedo est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours, émission dans laquelle nous retraçons les trajectoires des directeurs sécurité-sûreté des plus grandes entreprises. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Tisserand, qui est responsable sûreté, sécurité, CNP, assurance. Bonjour. Bonsoir Alexandre. Merci Sylvain d'être sur le plateau d'A-News Sécurité. J'aime toujours en début d'émission savoir d'où sont originaires mes invités. Est-ce que vous êtes de Paris, région parisienne? Est-ce que vous venez de au-delà? Je suis un pur Parisien. Très bien. J'ai fait quelques incartades en région, mais je suis un pur Parisien. Un grand aventurier, vous êtes resté plutôt dans le secteur. Tout à fait. Après le bac en 1994, vous passez une licence, puis une licence de droit, puis une maîtrise de sciences politiques à Assas. Donc on reste dans le cœur de Paris. Tout à fait. Il y avait déjà une volonté chez vous de suivre une trajectoire précise, ou ça s'est affilé petit à petit? Alors indéniablement, dès le début, j'avais orienté mon parcours vers plutôt la sécurité publique, puisque ma licence de droit était orientée vers le droit pénal et la criminologie. D'accord. Puis lorsque j'ai fait ma maîtrise de sciences politiques, c'était effectivement plutôt dans des optiques de concours, et notamment pour passer les concours d'officier de gendarmerie ou les concours d'officier ou de commissaire de police. Est-ce qu'il y avait une raison génétique à cela? C'est-à-dire chez vos ancêtres, parents? Aucune. Pas du tout? Pas du tout. Vraiment, donc c'est très rapidement, assez jeune, que vous allez vous orienter déjà au niveau de l'imaginaire et ensuite des études vers cette trajectoire. Vous faites un volontariat service long au sein de la gendarmerie nationale. Pourquoi ce choix justement de service long, ce qui était une option à l'époque? Tout à fait. Alors à la fois l'opportunité qui m'a été offerte de partir comme élève officier, ce qui était quelque chose d'intéressant pour moi à l'époque, dans une optique d'autant plus de pouvoir éventuellement faire une carrière à l'issue, même si ce n'a pas été le cas, mais j'ai effectivement particulièrement apprécié de pouvoir partir 24 mois comme officier de réserve, comme officier de gendarmerie à l'époque. Et où est-ce que vous avez été envoyé? Alors moi j'ai été affecté dans Paris, bon sang ne saurait mentir, dans le 16e arrondissement, à la Maison Alfort, au sein du CIRPA. D'accord, donc ça c'est tout ce qui est service, information, communication. Tout à fait. Vos missions à l'époque, vous découvrez l'univers? Alors à l'époque je découvre l'univers, je partage beaucoup avec les experts de la sécurité publique, tant en France qu'à l'international, pour faire des papiers qui seront publiés, faire des relations publiques avec les institutionnels, notamment avec les députés, les sénateurs, sur les thèmes liés à la sécurité. Donc effectivement, un terreau de rencontres extrêmement riche pour quelqu'un de jeune. Et donc effectivement, ça a beaucoup aidé à maturer ma vision de la sécurité. Et finalement, ça a été très contextualisant sur mon parcours futur. Là, on est en 1996, mais vous garderez quelque part un lien avec la gendarmerie nationale, puisque, en quelque sorte, vous y retournerez de 2008 à 2010 comme adjoint au commandant de la compagnie de réserve de gendarmerie départementale Sud. Alors, pas à plein temps. Non, effectivement, la réserve gendarmerie ayant changé un peu de paradigme et s'étant professionnalisée, ayant besoin de plus d'encadrement et de plus de moyens humains, effectivement, ils créent la réserve opérationnelle qui permettait effectivement, notamment à d'anciens officiers de réserve, de réintégrer la réserve opérationnelle 60 jours par an, et donc dans des contextes d'emploi plus de sécurité publique, puisque dans ce contexte-là, j'ai pu travailler sur la sécurisation de grands événements, sur le périmètre Seine-et-Marnais qui était mon territoire d'affectation, encadrer des personnels qui sortaient tous les soirs avec les personnels d'Active sur des missions de sécurisation publique, et aussi, alors un peu mon dada, le sujet de la formation. Ça m'a permis effectivement d'encadrer et de former des personnels sur la sécurité publique avec l'expérience que j'avais déjà acquise professionnellement. C'est ça, expérience dont on va parler d'ici quelques instants, mais qui vous permet d'encadrer là plus de 130 personnes. Oui. C'est ça? Tout à fait, sous-officiers et militaires du rang. Alors revenons quelques temps en arrière, à l'issue de ce volontariat service long, on est en 98, et là vous devenez chargé de mission à l'Observatoire social. Ça, c'est au sein de la SNCF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, cet observatoire social, et à quoi ça sert au niveau de la SNCF? Alors, pourquoi je parle d'observatoire social? Parce qu'en fait, quand je quitte l'institution, je quitte l'institution parce que le colonel commandant mon unité et les experts que j'ai rencontrés me font comprendre que j'ai besoin d'aller plus loin dans mon parcours pour
pour pouvoir effectivement explorer le domaine de la sécurité publique à l'époque. Et donc effectivement, je décide de reprendre mes études. Donc je fais un double cursus à l'époque à l'Institut des hautes études internationales et un 3e cycle spécialisé en intelligence économique à l'époque chez l'amiral Lacoste. Et donc effectivement, c'est dans le contexte de ce dernier diplôme que je vais travailler un certain nombre de mois à la SNCF au sein de l'Observatoire social, qui est une cellule spécialisée qui avait été créée à l'issue des grandes grèves de 95, qui avait fortement marqué à la fois l'entreprise, mais aussi les usagers. Et donc, mon travail était de favoriser la collecte, le traitement du renseignement ou de l'information à des fins de prévention des conflits sociaux. Donc, quelque part, on est déjà dans la gestion de crise, là. On est déjà très clairement dans la prévention de la gestion de crise. La gestion de crise étant pour nous, quelque part, un défaut de traitement de notre part de l'information qu'on remontait à la direction de la SNCF. Et donc, quelque part, on n'a pas réussi à désamorcer les conflits en amont. Est-ce qu'aujourd'hui, vous remerciez vos supérieurs de la gendarmerie de vous avoir conseillé justement de vous en écarter quelque temps, en tout cas, pour rejoindre le service public? Indéniablement. Ils ont eu raison. Ouais. Ils ont eu raison parce qu'effectivement, il y avait une question de maturité, certainement à la fois personnelle et intellectuelle, qui nécessitait de reprendre un petit peu le travail. Et effectivement, c'était extrêmement bénéfique parce que ça m'a permis d'ouvrir aussi le champ des possibles, les domaines de compétences, et donc derrière d'être d'autant plus employable dans le secteur qui est le mien aujourd'hui. Cette mission, vous l'assurez pendant combien de temps ? Je l'assume pendant 6 mois, le temps de finir mes études. C'est vraiment très contextuel. Ça me permet effectivement de faire en parallèle mon mémoire qui, justement, était dédié à l'observation sociale. Et donc, effectivement, c'est vraiment très contextuel, effectivement, mon intervention au sein de la SNCF. Mais ça va aussi être un élément déclencheur extrêmement important de la suite de ma carrière. Et est-ce que ça va être un élément déclencheur de la suite juste après, c'est-à-dire de votre passage comme directeur régional pour la région Normandie, Seine-et-Marne, du groupe immobilier des chemins de fer ? Très clairement, je rencontre mon futur président à l'occasion de mes pérégrinations au sein de l'Observatoire social. Et à l'époque, le groupe immobilier des chemins de fer, qui est un bailleur social lié à la SNCF, on est dans une période où les bailleurs sociaux sont confrontés effectivement à des problèmes de délinquance, mais n'ont pas mais n'ont pas obligatoirement dédié des postes à cette fonction, à cette spécialité. Donc effectivement, ce président, connaissant mon appétence pour les sujets de sécurité publique, me connaissant personnellement, sachant que je connais bien effectivement la structure du groupe SNCF et donc aussi un peu de ses filiales, me propose effectivement d'occuper un poste mixte, hybride, à la fois de directeur territorial, donc directeur régional à l'époque en Normandie, avec une double casquette, une casquette de management. Et une casquette très orientée sur les questions de sécurité dans le logement social. Donc je vais effectivement passer quelques années en Normandie. Je serai appelé à occuper les mêmes fonctions ensuite sur le territoire seine-et-marnais au sein du groupe. Et finalement, tout mon parcours va découler effectivement de cette mise de pied à l'étrier au sein du logement social. Management, est-ce que vous retrouvez cet aspect aussi de formation dont vous parliez tout à l'heure et qui est quelque chose qui vous tient au cœur ? Indéniablement, parce que d'autant plus avec une thématique sûreté, sécurité qui était finalement peu prégnante, je dirais, dans les formations internes, dans le management. Très clairement, mes personnels, lorsque je les ai pris en compte, n'avaient pas du tout de culture en la matière. Et donc, ayant cette double casquette, ça a été aussi l'occasion pour moi de transmettre et d'essayer de faire en sorte que mes collaborateurs aient effectivement des compétences, des savoir-faire en la matière, d'autant plus que ça pouvait avoir un intérêt pour leur propre protection. Et donc effectivement, je remplissais là complètement la mission qui était celle qui m'était confiée. Parce que là, il faut dire qu'en tant que bailleur, le patrimoine immobilier est assez conséquent quand même. C'était de 1500 à 2000 logements.
Tout à fait, répartis sur les territoires avec des incidences liées à la délinquance plus ou moins importantes. Mais effectivement, je travaillais notamment sur un territoire qui était le territoire havrais, qui était un territoire qui était quand même contextuellement difficile à traiter. Et donc effectivement, ça permettait de toucher à des territoires très différents. C'est aussi la période où, un peu dans la suite de ce que j'avais fait au sein du CIRPA, je fais beaucoup de relations avec les élus, les collectivités locales, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les préfectures, les représentants de l'État sur le territoire sont mes interlocuteurs au quotidien. Est-ce que ça vous permet d'innover en termes de stratégie de sécurité et en termes de développement de technologies, peut-être de nouvelles technologies, si on pouvait appeler ça comme ça à l'époque? Alors, disons qu'à l'époque, on n'est pas encore complètement dans le déploiement de la technologie. D'accord. On est dans les débuts du partenariat avec les instances publiques. Quelque part, ce sont les prémices du continuum, puisque chacun, dans ses prérogatives, gère les complémentarités pour améliorer les situations sur les territoires qui sont les nôtres. Néanmoins, c'est aussi un moment où on commence collectivement dans le secteur du logement social à déployer du contrôle d'accès dans nos résidences, ce qui n'était pas obligatoirement une généralité au tout début des années 2000 et qui aujourd'hui est une obligation, je dirais, sur n'importe quelle résidence. Donc effectivement, on commence à franchir un palier et quelques années après, on en franchira d'autres, notamment avec le déploiement de la vidéosurveillance. Que vous allez peut-être sans doute mettre au point par la suite, effectivement, au sein des postes que vous allez occuper. En 2009, vous devenez directeur Île-de-France du groupe Procilia, et non pas le contraire. Ça, c'est, me semble-t-il, un organisme de collecte, c'est ça? Alors, nous sommes rattachés à un organisme de collecte. Ça demeure effectivement un bailleur social. La spécificité à l'époque de la prise de ce poste, c'est que je suis sur un territoire étendu qui est le territoire francilien, avec la spécificité d'être essentiellement dans des zones sensibles, réparties sur un certain nombre de territoires, particulièrement effectivement le territoire de Seine-Saint-Denis, dans lequel je vais œuvrer pendant quelques années. Alors là, vos missions ne se limitent pas à la sécurité? Non. Non, je suis toujours dans ce caractère hybride de la fonction, à la fois de management, de gestion des bâtiments, puisque ça fait partie effectivement de la fonction du directeur territorial ou du directeur régional, mais toujours, lorsque je suis recruté, la différence est faite lors des entretiens de recrutement sur effectivement mes compétences ou mon expertise relative, mais mon expertise sur les questions de sécurité. Et donc cette appétence pour les questions de sécurité, vous allez pouvoir aussi quelque part les développer pendant cette année, puisque c'est une année en tant que directeur Île-de-France du groupe Procilia. Dans quel contexte et dans quel... Alors là aussi dans un contexte où on va commencer à développer effectivement les dispositifs techniques. On est vraiment dans un processus de développement de la vidéosurveillance. On va être dans des processus effectivement de mise en place de dispositifs humains. Donc ce sont aussi un peu les prémices de la sollicitation des agents, des agents de sécurité privée qui vont intervenir sur les résidences en fonction des difficultés qui sont rencontrées. On commence aussi à donner un sens plus encadré à toute l'action bâtimentaire, notamment avec ce qu'on va appeler la prévention situationnelle. Et à cette époque, est-ce que les directions qui sont au-dessus de vous sont conscientes des besoins d'investissement justement dans ces nouveaux modèles de sécurité ? Est-ce que tout de suite ça adhère ? Alors j'ai cette chance parce qu'effectivement lorsqu'ils viennent me chercher, ils viennent me chercher pour ça. Donc ça fait partie de la feuille de route. J'ai la chance effectivement, quasiment depuis toujours, d'avoir eu des moyens proportionnés aux missions que j'avais à accomplir. Donc effectivement, on peut mettre en place des expérimentations, on peut mettre en place effectivement des dispositifs un peu pointus. Là-dessus, les directions sont de plus en plus sensibilisées sur le sujet. Très clairement, on est en 2009. Déjà, un certain nombre de groupes ont commencé à se doter d'experts à temps plein sur cette thématique. Et bien que directeur, vous continuez d'aller sur le terrain ? Quotidiennement. Oui, à cette époque-là déjà, donc pour aller... Vous renifler, voir ce qui s'y passe. On ne peut pas se décorréler du terrain. La décorrélation du terrain, c'est à un moment donné ne plus adapter les dispositifs aux besoins réels.
On est dans un métier qui ne fait pas de prêt-à-porter, on ne peut faire que du sur-mesure. Et le sur-mesure, il nécessite effectivement, comme vous le disiez, de renifler un peu le terrain, et aussi parce qu'on le fait pas pour nous simplement en tant que bailleurs, mais on le fait surtout pour des usagers. Et le retour des usagers et l'expression de besoin des usagers va être aussi quelque chose d'extrêmement configurant dans la façon dont on va traiter les sujets. Vous sentez déjà à l'époque une espèce de montée de l'insécurité et donc... C'est certain que déjà à l'époque, même si le sujet n'est pas obligatoirement mis sur la table, c'est quelque chose qui quotidiennement sous-tend nos missions, sous-tend l'accompagnement que l'on a vis-à-vis de nos collaborateurs, qui sont eux aussi souvent victimes d'agressions. Et donc effectivement, on sent que c'est un sujet qui monte en puissance et pour lequel on ne pourra plus passer outre dans les processus de gestion. Est-ce que vous, sur le terrain, vous avez vécu justement des expériences difficiles à ce niveau-là ? Oui, tout à fait. Alors, moins dans le groupe Procilia que dans l'expérience que je vais avoir après au sein de Pleine Commune Habitat, puisque là, je vais travailler sur Saint-Denis en tant que tel, dans les quartiers compliqués de Saint-Denis. Et effectivement, les événements marquants, c'est que je pense qu'à cette période-là, quasiment une fois par semaine, j'accompagne des collaborateurs à l'hôpital parce qu'ils ont été agressés. Et ce qui est marquant, c'est de voir l'impact que ça a sur les familles. Parce que lorsque moi je restais à l'hôpital avec eux et quand on voyait les épouses ou les époux accompagnateurs, on voit bien que la victime de l'agression n'est pas la seule victime. Tout son entourage va être impacté et ne va pas être impacté de manière ponctuelle. Il va être impacté sur le long terme. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui est obligatoirement très marquant humainement, parce qu'on absorbe une partie du désespoir de nos collaborateurs. C'est effectivement en 2011 que vous passez directeur d'agence pour Pleine Commune Habitat. Pour résumer l'activité de Pleine Commune Habitat, bailleur social spécifique au territoire dionysien, avec effectivement des sites très sensibles. Et effectivement, là aussi, le recrutement est fait dans une optique très, très spécifique. C'est effectivement d'être en mesure de traiter ces sujets et d'y apporter autant que faire se peut des réponses. Ces collaborateurs que vous accompagnez quelque part et qui sont agressés, c'est quel type de poste ? Alors, beaucoup de personnels de terrain qui sont les gardiens, mais également les personnels d'agence, parce que dès lors qu'on accueille du public, on peut avoir des coups de chaud dans les agences. Et donc, effectivement, là aussi, de temps à autre, j'interviens aussi pour désarmer quelques situations un peu compliquées, parce que tout à chacun ne réagit pas de la même manière quand on est face à quelqu'un qui... n'est pas obligatoirement violent, mais est agressif et est à un seuil effectivement du passage à l'acte. Et il faut être en capacité de prendre le temps et d'avoir les postures adaptées pour faire en sorte de désamorcer la situation. Vous vous formez en parallèle justement sur la gestion de crise, sur la médiation, parce qu'il y a beaucoup de médiation chez les bailleurs sociaux. Tout à fait. Alors en fait, pendant toutes ces années, je fais beaucoup de formations en parallèle effectivement sur la gestion des conflits, sur la résolution des conflits, sur la médiation. Tous ces aspects-là sont effectivement extrêmement importants, de manière à ce qu'effectivement on ait les bonnes postures, les bonnes attitudes, de manière à effectivement faire en sorte que l'on n'atteigne pas des seuils qui soient des seuils de non-retour. Bien sûr. Alors parmi vos missions, il y a de la prévention situationnelle. Vous êtes chargé de projet sûreté urbaine également. Et il y a le pilotage des prestations de surveillance humaine et d'installation, maintenance des dispositifs techniques de sûreté. Si vous pouvez nous décrire un petit peu cette En fait, à l'issue de mon parcours chez Pleine Commune Habitat, j'ai la chance de pouvoir repartir en spécialité, ce qui était mon souhait. Je ne souhaitais plus être à la fois manager d'équipe, manager de centre de profit et à la fois être dans la thématique sécuritaire. Les postes ont commencé à s'ouvrir quelques années avant et j'ai l'opportunité effectivement de prendre la tête de la sûreté au sein du plus gros bailleur français qui est le groupe immobilier 3F. Et donc là, effectivement, je suis monothématique. Je ne fais que de la sûreté H24, ce qui me permet effectivement de rentrer dans des thématiques intéressantes, la prévention situationnelle, donc grosso modo l'adaptation bâtimentaire au risque délinquentiel. Donc comment faire que la construction, l'urbanisme
soit le moins facilitateur du passage à l'acte. Tout un poème. Et donc effectivement, c'est extrêmement intéressant parce que j'ai eu moi l'expérience effectivement du constructeur. Étant directeur régional, j'ai bâti, j'ai réhabilité, et donc j'ai déjà cette connaissance technique, ce qui me permet d'avoir un dialogue avec les services internes sur la faisabilité, l'intérêt effectivement de quid réorienter tel ou tel hall. On travaille avec les habitants également. Alors on travaille là avec à la fois les habitants, pour l'acceptabilité du projet, bien entendu. On travaille beaucoup avec les partenaires publics, la police, les collectivités locales, de manière aussi à voir avec eux à quel point on peut faciliter l'intervention. Exactement. Comment on fait effectivement pour que il ne soit pas trop compliqué pour les services de secours d'intervenir en sécurité aussi dans nos espaces résidentiels. Et bien sûr, une logique de gestion qui est effectivement de protéger nos locaux, protéger nos usagers, de manière à ce qu'on ait le moins de dégradation possible sur les sites sensibles. C'est quelque part un volet du continuum, le fait de ce partenariat opérationnel avec les acteurs de la sécurité publique, justement pour leur faciliter les interventions. Depuis 2016 et encore aujourd'hui, comme vous avez assuré dans votre business, dans votre travail, vous passez dans les assurances, vous êtes responsable opérationnel sûreté sécurité chez CNP Assurance, avec un système de management de la sûreté. Que vous développez vous mettez au point vous, ou qui existait déjà auparavant? Alors, qui existait préalablement, mais que l'on met à jour. C'est vrai qu'on change un petit peu de contexte d'emploi, très clairement. On est moins dans le partenariat avec la sécurité publique, puisque là, j'œuvre complètement au profit du privé, enfin de l'espace privé qui nous appartient. Mais effectivement, les missions sont plus riches, plus transverse également, puisque là aussi on travaille beaucoup avec nos confrères des différents services, continuité d'activité, cyber et autres, effectivement, pour gérer un schéma directeur de sûreté qui soit cohérent au regard de nos exigences et de nos besoins. Comme vous le dites, effectivement, vous élargissez la palette de vos missions. J'ai noté que vous actionniez aussi la sûreté événementielle. Tout à fait. Plus précisément, la sûreté événementielle au sein de CNP Assurance, ça consiste en quoi? Comme tous les grands groupes, nous avons des événements dans lesquels se rassemblent nos collaborateurs, nos partenaires, et nous faisons en sorte que ces événements se passent dans des lieux qui soient à la fois conformes en termes de sécurité et que nous accompagnons parfois avec des dispositifs de sûreté, donc avec des agents, afin que les choses se passent au mieux, notamment depuis quand même 2015, on est particulièrement attentif aux risques attentatoires, et donc effectivement un grand événement dans un lieu parisien un peu en vue est systématiquement géré en amont avec une phase d'analyse de risque, de déploiement éventuellement d'un dispositif humain pendant l'événement, de manière à garantir la sécurité de nos collaborateurs et partenaires. Sachant que là, on est sur un lieu fixe d'événement qui a été choisi en avance, mais que vous allez devoir assurer aussi la sécurité de personnel en mouvement, avec la coordination de l'assistance pour les voyageurs d'affaires, le personnel expatrié, quel que soit le type de période qu'on vit, que ce soit une période assez calme ou une période de crise sanitaire entre autres, avec ce qu'on vient de vivre depuis 2 ans, j'imagine que on voit les choses autrement quand on est à votre poste, et on a encore aussi là élargi sa palette de... Le Covid a effectivement élargi notre palette d'activités. Alors il est vrai qu'on est naturellement un acteur transverse. Mais effectivement, le Covid a mobilisé les directions sûreté sécurité, notamment parce que nous avions une capacité de réactivité et d'adaptation qui est un petit peu quand même l'essence même de nos métiers. Et lorsque effectivement la pandémie s'est déclarée et qu'il a fallu mettre en œuvre à la fois les premières phases de confinement, mais aussi les phases successives de déconfinement, les procédures liées à la pandémie, on a été un acteur essentiel de la mise en œuvre de ces politiques, et encore aujourd'hui on suit avec acuité les évolutions de l'actualité qui peuvent éventuellement nous amener à reconfigurer nos dispositifs. Ça fait à peu près 5 ans maintenant que vous êtes chez CNP Assurance. En termes de technologie, de nouvelles technologies, quels sont les vrais plus qui ont fait évoluer votre métier, qui ont facilité votre métier ?
Alors, on a eu effectivement des évolutions technologiques dans les 10 dernières années, mais c'est vrai que dans les 5 dernières années, les notions d'hypervision, de supervision, permettant effectivement de faciliter le travail des agents, ont quand même pris une place plus importante qu'elles ne l'avaient avant, parce que les produits ont évolué. Et ensuite, on a des risques que nous n'avions pas précédemment, notamment on réfléchit de plus en plus à la lutte anti-drone, parce que il est aujourd'hui extrêmement aisé de faire voler ces petits aéronefs avec potentiellement des charges additionnelles qui pourraient nous amener à avoir un risque attentatoire. D'accord. Donc c'est là-dessus que vous travaillez, que vous êtes... Disons qu'on regarde effectivement les évolutions technologiques avec beaucoup d'attention, de manière à voir ce qui peut correspondre effectivement à nos besoins. Et aujourd'hui, effectivement, dans nos métiers, on ne peut pas passer à côté d'une certaine forme de veille technologique. Donc depuis 2 ans, bien évidemment, la vision de votre métier a évolué avec ce qu'on vient de vivre. Il y avait précédemment les gilets jaunes auxquels vous avez été également confrontés, plus la pandémie. Quelle est votre vision à court terme de votre métier dans les années à venir? Est-ce qu'il va continuer d'évoluer? Est-ce qu'on se prépare à de nouvelles crises? Peut-être crise cyber, effectivement, vous en parliez tout à l'heure. La prochaine grande menace? Je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, les directions sûreté et sécurité sont dans des objectifs plutôt de sécurité globale. On le voit, tout est interpénétré. Et donc, effectivement, que ce soit la sécurité incendie, la sûreté, la résilience, la cybersécurité, à un moment donné, on est obligé de travailler ensemble. On est obligé de se comprendre, donc on est aussi obligé de se former spécifiquement pour avoir un minimum, je dirais, de connaissances, de savoir-faire en la matière, pour être en mesure de dialoguer avec nos partenaires internes, de comprendre aussi leurs besoins. Et donc effectivement, je pense que la suite des événements, c'est effectivement beaucoup plus de complémentarité entre ces 4 pans d'activités internes à l'entreprise, ceux additionnés effectivement au continuum de sécurité qui effectivement existe depuis longtemps, mais qu'on puisse aller un petit peu plus loin dans les prérogatives ou du moins dans ce qui est autorisé au directeur de sécurité dans le cadre de son emploi. Pour terminer, est-ce que la vision a évolué du côté de votre direction, de vos supérieurs, quant au rôle du directeur de sécurité depuis quelque temps? Vous le sentez ou pas? Je pense que partout, 2015 a été une prise de conscience. Indéniablement, ça a changé la vision de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Je pense que assez peu d'entreprises aujourd'hui ne sont pas conscientes de l'impact qu'a la sûreté et la sécurité dans son exploitation courante, dans son business. Et effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment totalement de bride sur les moyens. On n'est pas non plus open bar, mais je pense que la légitimité des demandes exprimées aujourd'hui par les directions de sûreté et sécurité sont très clairement plus faciles à comprendre en direction générale depuis 2015. Ma question traditionnelle pour terminer cet échange, qu'est-ce qui fait encore courir Sylvain Tisserand? La passion de ce métier. Je crois que depuis 25 ans, j'ai commencé à me former à ce métier avec une optique un peu différente, celle de la sécurité publique, que j'ai finalement abandonné très vite pour venir dans le secteur privé. Et oui, c'est la passion. C'est un métier prenant et qui permet effectivement tous les jours de ne pas savoir ce que l'on va faire. Et donc on apprend tous les jours. Donc on apprend constamment. Merci beaucoup Sylvain Tisserand. Merci d'être venu sur le plateau d'Agnew Sécurité. Merci à la Dream Team Agnew Sécurité, justement, à la production, préparation de cette émission. À très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Procedo a été heureux de vous présenter Parcours.